l'étassement de la vie dans le monde occidental va donner la révolution. Nous considérons que, en ce moment, dans le sous-sol de l'Europe, se prépare la révolution. Malgré que les renseignements généraux sont bien installés dans les entreprises pour canaliser les révoltes à venir. Lorsque nous disons que la révolution est en cours, c'est parce que j'ai l'expérience et connaissance de la France et du mouvement marxiste et de l'histoire du mouvement marxiste-léniniste en Europe. Il est donc nécessaire d'avoir le point de vue du Parti communiste cubain, du Parti du travail de Cuba, de leur point de vue sur la situation actuelle, particulièrement en Europe, et son évolution future, afin que le mouvement communiste international se recherche maintenant et le plus vite possible pour envisager la 3e ou la 4e internationale de Marx, de Lénine et Staline. Parce que les événements à venir nécessitent à ce que les partis communistes du monde se concertent pour savoir l'évolution dans l'Europe et dans le monde et constituer un front uni avant qu'il ne soit trop tard. Je finirai ici en disant que vous, camarades présents, dans cette réunion, j'attends chacun de vous intervenir dans les sujets qui l'intéressent pour que ceux qui seront à l'écoute de cet enregistrement puissent prendre connaissance de vos points de vue. Et merci. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on continue à filmer? Non, c'est fini là. C'est fini. J'ai une heure de film. On n'a pas dépassé 1 heure? On a dépassé juste d'un petit peu. Ah petit peu, ouais. Et le téléphone? Mais comment on peut continuer à filmer Avec votre téléphone? avec Avec vos téléphones. Ah, il était en cours jusqu'à présent? Il marchait? Mais le son? Je compte pas. Le son, je crois pas. Mais là, par exemple, là, j'ai l'enregistrement de toute façon. Là, Okay. la voix, elle y est. Donc, eh ben, merci beaucoup pour cette intervention. Ah, la voix est liée, donc on peut la mettre là-bas? Oui, oui. Il faut qu'on continue à filmer pour les gens qui vont... D'accord. Donc moi je voulais vous remercier beaucoup monsieur camarade Moussa pour votre intervention. C'était extrêmement intéressant de voir comment vous analysez la situation mondiale aujourd'hui, les différentes contradictions, la lutte de classe internationale, on va dire comme ça, qui est en jeu, et qu'est-ce que peuvent faire les organisations et surtout les partis communistes pour pouvoir justement, comme vous dites, faire cette révolution mondiale. Donc moi j'aurais un point que je voudrais un petit peu analyser avec vous, c'est quand vous dites par exemple en ce qui concerne l'Amérique latine, puisque je suis coordinatrice pour l'Alliance bolivarienne, si vous pouviez un petit peu
détailler ou nous expliquer pourquoi vous considérez que la révolution cubaine n'a pas eu ou n'a pas donné de leçons au reste de l'Amérique du Sud, quand on a vu quand même que avec la révolution cubaine, il y a eu énormément, après justement la révolution cubaine, des mouvements révolutionnaires qui se sont mis en place en Amérique du Sud, de l'Argentine jusqu'au Chili, en passant par la Colombie, le Brésil, etc. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous détailler ce petit point? Alors, lorsque des mouvements populaires dans un pays comme l'Amérique latine se développent, cela est naturel de la situation économique et sociale. C'est un élément quantitatif et non un élément qualitatif. C'est la révolution qui est l'élément qualitatif dans la mesure où l'idéologie, la conscience, l'organisation, la lutte est scientifiquement élaborée. Le tout est élaboré scientifiquement. C'est une révolte qui vient de la crise, comme les révoltes qu'on voit naturellement dans tous les pays agraires. Il ne rentre pas dans le cadre révolutionnaire. Le cadre révolutionnaire, c'est le parti, c'est la classe, le mot d'ordre révolutionnaire de classe et non le mot d'ordre de masse. Il y a une différence. Donc, la révolution cubaine est une révolution prolétarienne. Le mouvement communiste international le reconnaît par beaucoup de qualités, notamment lorsque je dis qu'il a participé à la libération, la participation militaire de la libération de l'Afrique. Bon. Mais les pays voisins, face à l'antichrist américain, voir que le Chili est passé aux élections par la voie pacifique, ils croyaient à la voie pacifique, c'est lamentable. Il y a un manquement, il y a des choses à rechercher dans la révolution et dans le parti communiste cubain. Comment se fait-il que les partisans de Salvador Allende croyaient au pouvoir, au passage pacifique au pouvoir? C'est impossible dans le cadre impérialiste, surtout quand on est voisin de l'antichrist américain. C'est impossible. Le passage pacifique, c'est de l'assassinat. C'est al-intihar bil arabia. Suicide. C'est suicide. Oui. Vous voyez les résultats? Oui. Combien de disparus? Exact. Plus de 3000, oui. Donc, on ne peut pas considérer en dehors de Cuba, on ne pourra pas considérer que dans les mouvements qui s'est réalisés en Amérique latine sont des mouvements qualitatifs, sont des mouvements quantitatifs de masse et non de classe. Voilà ma réponse. Très bien. Je vous remercie vraiment. C'est excellent, il y a un enchaînement très logique. C'est convaincant et surtout c'est bien un exposé clairement. Toutefois, quelques remarques, peut-être le temps ne le permettrait pas, mais ce n'est pas un sujet à poser quelques questions, c'est à dialoguer très profondément et très long. Je commence par la dernière remarque de l'adorable camarade. Ce n'est pas seulement, je considère que ce n'est pas seulement le défaut du Parti communiste cubain ou le passage de pouvoir pacifiquement à travers l'électorat, à travers l'élection au Chili, que ça n'a pas rayonné au niveau de l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Il y a aussi d'autres éléments internes à chaque pays
Et les échecs qu'il y a eu quand on revoit l'Uruguay, les sandinistes, les Tupamaros, les tentatives qui ont été faites, qui n'ont pas aussi donné de suite. Donc là, je ne condamnerai pas le Parti communiste cubain ou hollandais, le feu hollandais. Ça d'une. De deux, je ne suis pas peut-être d'accord sur le fait de dire que la création d'État sioniste est une malédiction. C'est un petit peu ça. Hein? Des Arabes, vu leur conflit et ainsi de suite. Moi, je dirais que la création de l'État sioniste trouve les origines dans le partage de Sykes-Picot et le développement du capitalisme, là, la référence célèbre de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, où le capital, en pleine crise, s'exporte et exporte avec lui ses crises et ses contradictions. Donc, il y a d'une part, il résout le problème, disons, interne au niveau local du capital, mais on crée d'autres sur les pays ayant reçu, reçu le capital. Donc, l'État d'Israël n'était pas seulement je ne sais pas d'ailleurs, dans toute votre logique que je trouve extraordinaire en tant que marxiste-léniniste, mais ça ne se marie pas de constater que c'est une malédiction de Dieu, tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup à en parler, puisque c'est ma région arabe. Je ne confisquerai pas l'opinion. Je dirais aussi il y a des tentatives, tout un siècle presque est marqué par des luttes, surtout paysannes, ouvrières. La preuve que les syndicats qui se sont développés, que ce soit en Palestine, en Tunisie, en 1936, en Palestine, un mouvement syndical considérable. Mais leur problème, et le problème des partis communistes, entre-temps, puisque c'est en parallèle, les syndicats, les partis communistes, ça a été, c'est presque la même expérience dans tous les pays, avec des degrés différents, bien sûr, parce que je ne sais pas, je ne peux pas comparer le Parti communiste saoudien qui n'a jamais eu de syndicat, il n'y a jamais eu aucun. Donc, il y a les partis communistes qui se sont engagés dans des querelles idéologiques. Tout à l'heure, en citant les noms, Anwar Rouge, Cito, tout ça, sincèrement, les Arabes, du moins la Tunisie que je connais bien, on s'est noyé dans les discussions idéologiques et les contradictions idéologiques entre la Chine, l'Albanie, l'Union soviétique, le castro-guévarisme et ainsi de suite. Donc ça a été moi je dirais que là je me réfère aux Tupamaros quand ils disent que la parole nous sépare, l'action nous unifie. La parole nous sépare, nous éloigne. L'action nous unifie. C'est ça, c'est le problème du tiers-monde, du monde arabe, entre parenthèses. Ce n'est pas un monde, c'est une partie du monde. Ceux qui se sont engagés dans des luttes vraiment inutiles et stériles parfois.
Ou alors comment expliquer qu'un grand parti comme le BAS, il est en Syrie, en Irak, avec des satellites, et il n'arrive pas, depuis 60 ans, on n'arrive même pas à libérer un pays, à se libérer, ni la Syrie, ni l'Irak. Le nasserisme, le gaddafisme. Je dirais que là, ce ne sont pas des expériences, bon, je dirais amères. Mais comment en profiter de ces expériences? Vous avez conclu que vers la construction ou vers l'amélioration pour aboutir à créer les créations objectives d'une révolution. Tout d'abord, ça nécessite beaucoup d'éléments. L'unité idéologique des partis, du moins, qui prétendent être communistes ou marxistes-léninistes. Avoir une structure partisane dure, solide et consistante, donc, pour assurer une pérennité. Et également, le troisième élément, le troisième pilier, c'est le programme. Quel est le programme réalisable surtout? Parce que, parlant d'une révolution, il faut quand même d'autres éléments objectifs, c'est je dirais que la contradiction, les principales contradictions deviennent très antagonistes entre capital, travail, entre nations opprimées. Donc les contradictions, ils ne sont pas actuellement développées. Moi je dirais que c'est pour la seule raison, je vous fais rire peut-être, que nos ennemis ont bien étudié le marxisme que nous. Pour le brancher, j'ai une batterie aussi. Donc, nos ennemis, ils ont bien étudié le marxisme et ils en profitent bien. Et rien que rappeler la loi fondamentale du marxisme en économie, la baisse tendancielle de tout profit, et ils ont bien étudié les aides capitalistes. Ils ont bien profité pour survivre, parce que les crises cycliques citées par le marxisme n'ont pas, en fin de compte, donné une survie réelle du capitalisme, ni la création d'une classe ouvrière solide. Je m'excuse, peut-être je parle mal. Non. Non, c'est l'idéologie qu'on cherche. On s'en fout de... non, mais de toutes les façons... On cherche l'idéologie. Mais de toutes les façons, c'est des flashs, parce que ça nécessite des discussions très intéressantes. Ouais. Je m'excuse. Maintenant, c'est toi. Moi, je vais aux toilettes. C'est toi maintenant. Les questions ont été enregistrées. Je vais aux toilettes. Tout à l'heure, pour les questions. Pour les questions, donc, les questions à propos de dire État, ce n'est pas un État pour moi, parce que les prisonniers, regardent qu'est-ce qui se passe pour les prisonniers à Palestine colonisée. Donc ce n'est pas un État pour moi. Je n'utilise pas ce mot, j'utilise toujours Al-Kien, je ne sais pas. Entité. Pas État sioniste. Ce n'est pas un État. L'entité de colonisation. D'accord. Ou l'entité ennemie. Très bien. Comme les Syriens et comme les Irakiens, toujours font ça. Toujours à la frontière, déjà, j'étais à la frontière Irak-Syrie. Toujours c'est utilisé, toujours pas d'invasion, même de citoyens qui peuvent utiliser les mots qui sont contre être résistant, parce que la résistance doit être culturelle. C'est-à-dire les mots, quand on
va utiliser. Il Ah ne oui, faut qui jamais, sont aussi importants. taquiner soi-même. Taquiner de façon, faire, comment dirais-je, qu'on est toujours soumis, on est toujours faible, on est toujours Oui. ça. Et parce que déjà, il y a beaucoup de cancers. Déjà, par exemple, la maison qu'on s'appelle la Mecque. La Mecque, c'est colonisé. La Mecque, c'est colonisé. À côté de la Mecque, il y a comment ça s'appelle. Par exemple, Moussa, je vais vous questionner à propos de la Mecque. Maintenant, à la Mecque, il y a à notre côté, il y a les coutumes des maçons. Et il faut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, par exemple le Big Ben à côté, qui fait comme ça, comme le dragon pour le Brahimi, pour le Beit Ibrahim. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la colonisation? De point de vue, cette île qui s'appelle île arabe, Péninsule. île arabe, le Yémen s'est dégradé, ça va être le génocide. D'un côté, c'est la fin. C'est la fin pour le peuple. Et donc, c'est le génocide pour les Yéméniens. Et les Yéméniens sont le peuple de civilisation de cette péninsule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les maçonnites, maintenant, dans les frontières de Suisse-France, qu'est-ce qu'ils font pour le boson de Higgs et tout ceci, pour le déclin de l'humanité et pour toujours, comment dirais-je, produire des dragons, produire des dragons pour l'humanité, pour assassiner l'humanité. Et ils sont contre la pluralité, hein. La pluralité sociétale, la pluralité société, et contre, par exemple, les éthiques, accepter les autres, il faut être toujours taquineur, il faut, le dogme, pour eux c'est le dogme, il faut faire le dogme pour les autres, être dogmatique, pour eux c'est le paradis. Assim, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais juste pour il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais oui, juste pour la Mecque, je dirais s'il n'est plus un lieu saint. Enfin, un constat. Mais c'est le plus grand projet touristique du monde. Et ce sont les El Saoud qui en profitent. Béni. Donc, et une base militaire aussi. C'est un lieu saint qui devient un lieu commercial par excellence. C'est un Hong Kong, un China, je ne sais pas quoi. Donc, avec mes respects, toutes les religions, c'est devenu un grand projet touristique, projet commercial. Et militaire. Juste pour l'aider de Mecque. On profite de l'autre. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bases militaires en Arabie Saoudite. À Bahreïn. Oui, exactement. Il y a une base militaire américaine. En Arabie Saoudite. Et maintenant, le pratique, c'est la génocide. Par exemple, parce qu'il y a une autre croyance. Une autre croyance comme Iran. Donc, ils vont assassiner tout le monde à pratique parce que déjà, par exemple, les fondateurs de sciences religieuses ici sont dans la prison. Pour décliner un peu de... par exemple, la péninsule était dans le temps 40% de notre croyance de l'islam. Maintenant, pour dégrader ça... Parce qu'ils sont des suprémacistes. C'est contre la pluralité. Bien sûr. C'est contre la pluralité. Pour faire le dogmatique de toute façon, je m'excuse là sur la question des sunnites et chiites. Le problème est là. Non, il y a Ibadiyya, il y a Khawarij, il y a Mu'tazila, il y a beaucoup la pluralité. Il faut garder la contradiction apparente. Il n'y a pas la contradiction. Le problème est politique. C'est selon Walid Soukari, il n'y a pas de conflit. Le conflit est politique. Le pouvoir. Oui. Mais moi, je veux dire que ça a tout le temps existé, mais avec des degrés. Les effets et les conséquences. Moi, j'ai vécu en Irak. Donc, il faut voir que
on va nous observer, soyons organisés dans le débat, parce que les gens vont nous voir. Donc, moi, je vais reprendre, et peut-être, quand j'aurai fini, de reprendre tout ce que vous avez évoqué ici. Vous allez me dire si on arrête ici ou on continue à nouveau à changer les paroles entre nous. Donc, je vais reprendre ce que vous avez présenté, vous et le camarade à côté et la fille, sur la question de la Mecque. De la Mecque. Il y a deux questions. Et l'autre question à propos de vous expliquer comment ils réfléchissent les maçonnites dans le monde. Parce que déjà, les maçons, les francs-maçons. Parce que déjà maintenant, même il y a dans les coutumes de cuisine en Tunisie, j'ai lu l'article que par exemple beaucoup de symboles dans les habits, c'est les francs-maçons, sur les francs-maçons. Et maintenant, les coutumes de cuisine même, qui s'appellent malsouqa. L'autre mot, c'est un symbole de... Par exemple, c'est Bretagne, puis le Roumanie, puis le grec, lyonnais, puis c'est l'autre pays qui sont les fondateurs de cette croyance. Okay. Par exemple, c'est la religion de la non-religion que s'appelle. Donc, je crois qu'avec toi, je n'ai pas eu beaucoup nos idées se rapprochent beaucoup, je n'ai pas beaucoup à parler sur ton intervention. À toi, ce que tu as dit, je n'ai rien à dire d'autre. Non, moi juste, je pense aussi comme Racine, c'est-à-dire d'une quelque sorte d'inculper, ou je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, le Parti communiste cubain, ou je ne sais pas si c'est un peu fort, et qu'il y aurait d'innombrables autres facteurs de géopolitique, le moment historique, etc., qui ont fait que justement cette révolution cubaine n'a pas pu réussir dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Je pense qu'il y a c'est complexe, très complexe, et mettre le doigt sur le Parti communiste cubain, c'est quand même c'était une grande responsabilité. À propos de Cuba, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses à découvrir dans l'impossibilité du Parti communiste de Cuba d'introduire le communisme et la révolution prolétarienne dans l'Amérique latine, alors que les conditions objectives de misère, d'exploitation, des coups d'État américains sont des facteurs objectifs qui permettent un discours marxiste-léniniste auprès des éléments intellectuels qu'aux éléments ouvriers. Il y a un problème, j'ai l'obligation d'aller à Cuba et m'informer de la révolution cubaine et voir le pourquoi cette révolution n'a pas été installée et propagée dans l'Amérique latine. Mais la révolution cubaine, c'est une révolution marxiste-léniniste authentique. Il n'y a rien à dire sur la question, mais comme disait Staline, l'erreur est constante dans le processus de la connaissance. Et Dieu sait que nous sommes des faibles, une création, il le dit dans le Coran, que Dieu nous connaît ce que nous sommes, et que nous sommes des faibles. Rien n'est parfait. Ce qui est parfait, c'est Dieu. Donc, non, la révolution cubaine, il n'y a pas à mettre en cause. Je vais juste un petit point que je voudrais quand même aussi mettre en valeur, c'est que la révolution cubaine naît avant tout
non pas comme une révolution marxiste-léniniste, mais comme un mouvement de libération nationale. C'est un mouvement anticolonialiste. Mais c'est toujours la révolution chinoise était une lutte de libération nationale qui est passée au communisme. Oui. Mais la révolution cubaine est une révolution de démocratie populaire qui est passée au communisme. Oui. Parce que la direction politique dans les deux pays sont marxistes-léninistes. Ils appliquent la science politique. La science politique dit que dans un pays agraire, toutes les classes sociales, y compris la bourgeoisie nationale, fait partie de la révolution jusqu'à ce que le prolétariat prend le pouvoir. Une fois le prolétariat prend le pouvoir, la classe bourgeoise nationale devient l'ennemi principal. L'erreur qu'a commis Mao Tse-tung dans le petit livre rouge, quand il dit lorsque le prolétariat est au pouvoir, la contradiction fondamentale oppose la nation à l'impérialisme et non à la bourgeoisie nationale. C'est une erreur qu'on savait que cette erreur allait conduire la Chine à la disparition de la question de la dictature du prolétariat. Bon, je reviens encore sur l'Amérique latine à propos du camarade avec la parole de Tupamaros. L'action nous unit, la parole nous sépare et l'action nous unit. Alors, ça, c'est. On dit en philosophie, on dit c'est l'absence de principe. On dit l'éclectisme, l'absence de principe. Quand tu dis l'action nous unit, la parole nous sépare et l'action nous unit, c'est dissocier les deux. C'est dissocier la théorie et la pratique. C'est une erreur fondamentale qui donne le praxisme exact. Lénine, il a parlé de ça. Exact. Ça, c'est l'idéologie qui a donné à l'Amérique latine beaucoup de sang coulé, sans résultat, jusqu'à nos jours. Parce que le passage de Trotsky dans l'Amérique latine a lessivé le marxisme-léninisme. Le passage de Trotsky à l'Amérique latine a lessivé la doctrine marxiste-léniniste. C'est pourquoi les États de l'Amérique latine, soi-disant de gauche, ne sont que de gauche du capitalisme monopoliste d'État. Ce sont des gauches dont le sens de leur politique est de rendre la situation capitaliste plus supportable aux masses populaires. C'est rendre l'esclavage moins esclavagisé. Plus doux. Plus doux. Ouais. C'est pérenniser l'esclavagisme. Ce qui montre que l'idéologie n'est que le produit de l'économie et des lois économiques, du mode de production. Donc, il faut retourner à la doctrine, au classique du marxisme, pour vider dans l'esprit des intellectuels leur culture initiale, en parallèle avec la fusion, avec le mouvement pratique, le mouvement syndical, le mouvement associatif.
et rompre les relations avec le milieu bourgeois intellectuel. Sinon, la plume ne sera pas tranchante, ne vibrera pas le cœur du lecteur. Moi, quand je lis les livres de la gauche de l'Amérique latine, je lis un livre universitaire. Je ne lis pas un livre militant. Je ne vibre pas quand je lis leurs livres. Je n'apprends rien. Je lis ce que je connais. Or, ce que je voudrais lire, c'est ce que je ne connais pas. Ce sont les révélations scientifiques dans les lois économiques existantes. Par exemple, dans mon expérience militante, je puis découvrir une théorie dans mes relations avec la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dans les années 74-75, dans mes relations avec l'association, la SEC, Association des étudiants et stagiaires comoriens en France, dans mes relations avec le mouvement ouvrier français, je puis découvrir une théorie qui est la suivante. Que tu veux partir? Justement, les rotateurs de la voiture, si j'ai mis dans il risque. Ouais. Je risque. Donc, oui, tu veux partir, nous continuons jusqu'à ce que notre camarade nous dit. Si vous pouviez répondre à Sim par rapport à ce qu'il a dit aussi, avant de partir quand même. Oui, alors moi j'ai le Tupamaros, au monde arabe, il n'y a pas de parti communiste dans le monde arabe. Ce n'est pas la dénomination parti communiste qui fait le parti, il est communiste. Un parti communiste, c'est la composition sociale du parti. Premièrement, c'est la composition sociale du parti. L'appartenance sociale. La composition sociale, la classe. Est-ce que les membres du parti sont majoritairement ouvriers? Bon, sont majoritairement paysans. Deuxièmement, est-ce que la doctrine est la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat? Nous sommes dans un pays agraire. Nous allons réaliser la révolution bourgeoise, dirigée par le prolétariat. Elle regroupe la paysannerie, la bourgeoisie intellectuelle, les artisans, les petits commerçants, les agriculteurs. Ça, c'est la révolution démocratique bourgeoise dirigée par le prolétariat. Bon, nous réalisons pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la révolution pour développer les forces productives, l'industrialisation, la quantité et la qualité de la société au point de vue organisationnel, au point de vue idéologique, au point de vue militant, pour préparer les conditions matérielles, économiques et sociales de rentrer au socialisme. Ça demande du temps. Bon. Mais dès le départ, c'est la révolution prolétarienne des dictatures du prolétariat pour aller au communisme. Là, dans le monde arabe, il y a beaucoup de nominations des partis communistes libanais, parti communiste irakien, parti communiste, je ne sais quoi. Partout, il y a des nominations, mais ce sont des intellectuels universitaires que j'appelle marxistes universitaires qui s'autoproclament marxistes-léninistes. Non, il y a la classe, la composition sociale du parti, la doctrine du parti, le programme du parti, les relations internationales du parti qui font
de ce parti un parti communiste ou non. Ouais. C'est pas l'appellation. C'est la composition sociale. On va devoir arrêter Moussa. Je suis désolée. Ouais. En tout cas, c'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait même renouveler la prochaine fois comment ça s'appelle, une réunion de ce genre, peut-être même avec d'autres personnes. Et essayer d'approfondir justement les questions qui ont été posées, essayer d'avoir un vrai débat. Je pense que ça serait très utile sur ici en Tunisie. Mais toujours un petit groupe, il ne faut pas beaucoup... Non, mais par exemple, combien un petit groupe comme vous ça. considérez 4-5 personnes. Voilà. D'accord. Petit groupe. Mais on peut renouveler... Pour que tout le monde participe aux paroles. Et 10 personnes, ça vous dit pas? C'est le grand maximum. Grand maximum. Je pense que ça a été très intéressant. Moi, j'adore en plus cette, on peut dire analogie ou on peut dire cette comparaison que vous faites aussi avec le Coran. Pour moi, c'est méconnu. Le Coran. Oui. Le Coran, c'est le marxisme-léninisme dans toute sa plénitude. Depuis le ciel, la contradiction entre Satan et Adam, Dieu a voulu créer la contradiction dans la nature. Dans le ayat al-Qur'aniyya, il dit Kana al-ard mayitan fa ahyaynahu. La terre était sec. Nous l'avons donné vie. Par quoi? Par la contradiction à l'intérieur de la nature. Et cette contradiction dans la nature est la même quantité avec la contradiction entre Satan et Adam. Les deux contraires fondamentaux. Non, c'est très, pour moi, c'est nouveau, on va dire. Et beaucoup de citations coraniques sur le prolétariat, sur les pauvres. Et les comportements des prophètes sont les mêmes que le comportement de Lénine, de Staline, de Mao Tse-tung, d'Enveroja. Les comportements, c'est des comportements de prophètes, de messagers de la terre. Et d'unification aussi de... Des messagers de la terre. Des messagers de la terre. Lorsqu'il dit Muhammad est le dernier prophète, il est le dernier prophète, mais n'est pas le dernier messager de la terre. Il aura des messagers de la terre sur toutes les communautés de la terre, jusqu'à la fin des temps, le communisme. Et j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Et tu prononces beaucoup mon nom, c'est pas bon. Pourquoi? C'est Karizombo. Ah, Karizombo. Karizombo, c'est le nom militant. Ah, je savais pas. Bon, et tu. Oui, tout de suite.